On va introduire la dernière session et accueillir avec plaisir notre collègue de la SFMU, Cédric Gilles Jardinet, qui va nous présenter les traumatismes crâniens légers. Lâchement abandonné par Jean-François Payen. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Déjà, juste, ça me fait me poser la question en fait, de ce qu'on fait chez nous, en fait, la RFE précédente, où je me dis qu'il y a des choses à faire quand même aussi. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Hop. Alors déjà, moi je vais être un petit peu plus has-been, je ne vais pas avoir de système de vote par téléphone, je suis désolé, on va faire ça à main levée, l'une après l'autre, pour voir. Ce RFE, nous aux urgences, en tout cas, on l'attendait depuis un petit moment, parce qu'on savait qu'il y avait plein de choses qui avaient bougé, et on traînait avec des recommandations qui dataient de 2012. Il y a des gens qui sont gênés par les lumières, je crois, ou je ne sais pas, éventuellement, je ne sais pas. On va continuer. Donc on a travaillé sur ces recommandations avec l'idée justement d'essayer de répondre aux différentes problématiques qu'on rencontrait fréquemment aux urgences, qui étaient dans l'optique d'arriver à améliorer le roll-out des patients, le turnover, de libérer les patients plus rapidement. Donc j'ai pas de conflit d'intérêt, il y en a parmi les membres des experts que je vous présenterai à la fin. 2 secondes de rappel, aux urgences, le trauma crânien léger, c'est quelque chose qui est ultra fréquent. Dans la population, c'est 150 à 300 cas pour 100 000 habitants, donc vraiment très très fréquent. Et en gros, on travaille et on se pose des questions en termes de réalisation d'imagerie pour 8% des patients qui ont des lésions hémorragiques, et parmi lesquels 1% nécessite un recours à la neurochirurgie. Alors déjà, il faut juste qu'on situe un petit peu de quoi on parle pour bien définir le traumatisme crânien léger. Donc il y a toujours un débat entre le fameux Glasgow 13, qu'on ne sait jamais trop où mettre, est-ce qu'il est modéré, est-ce qu'il est léger. On a fait le choix de le rentrer dans les traumas crâniens légers. Donc voilà, pour nos patients-là, ça sera donc un score de Glasgow entre 13 et 15. Et l'idée étant donc que ce soit des malades qui ont subi un transfert d'énergie cinétique ou mécanique ou autre au niveau de la tête, sous l'effet d'une force externe, et pour lesquels il peut y avoir des manifestations au décours, que ce soit de la confusion, une perte de conscience, une amnésie, ou des anomalies neurologiques qui vont rester transitoires. Donc là aussi, nous, à la base, on est parti sur une RFE, on y a vachement cru, et en fait, on s'est rendu compte que la littérature n'était pas suffisamment forte pour que justement on maintienne ce cap sur la RFE. Donc on a fini par rétrograder sur des recommandations pour les pratiques professionnelles, par un défaut de littérature, mais ça on pourra en discuter au fur et à mesure des recommandations. Et on a travaillé sur 3 champs. Les 3 champs, c'est l'évaluation préhospitalière, la prise en charge aux urgences, et on a décidé aussi de s'intéresser à ce qui se passait après les urgences, parce que en termes de santé publique, c'est quelque chose qui est majeur. Il y a 11 questions PICO qui ont été posées aux experts, et on a travaillé quand même sous le format d'une méthode grade. J'ai mis quelques pastilles sur les nouveautés pour qu'elles flashent un petit peu plus. Donc on va se baser sur un cas clinique à main levée, et on se retrouve donc dans une situation de régulation médicale où on est de garde avec un patient qui appelle parce qu'il a glissé sur sa terrasse il y a 15 minutes. Il décrit avoir eu un impact au niveau de l'arrière de la tête. Il a perdu connaissance pendant moins d'1 minute, et il ne présente pas de plaie, mais un très volumineux céphalématome occipital. Son épouse qu'on a eu en ligne, elle dit qu'elle le trouve exactement dans son état habituel, il n'y a pas de déficit neurologique, et ce patient, il prend du cardégique. En termes d'orientation, qu'est-ce qu'on lui propose? Alors, on va les faire étape par étape. Qui est-ce qui le laisse au domicile? Qui est-ce qui l'envoie aux urgences accompagné par son épouse? Ok, un peu de monde. Qui est-ce qui demande un transport pour qu'il aille aux urgences? Qui fait un transport médicalisé? Et qui envoie SOS médecin? Non, je levais la main juste pour la lumière. Ce malade-là, du fait, on va voir après sur les recommandations, il faut qu'il aille vers une structure des urgences. Clairement, le transport par son épouse, vu son état neurologique, il est tout à fait envisageable.
Le vecteur, il va être utilisé uniquement en cas d'impossibilité, pas de véhicule ou des choses comme ça. Mais clairement, c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à travailler et à privilégier ce genre de stratégies-là qui ne sont pas toujours très simples à faire rentrer dans les mœurs. Transport médicalisé, clairement, non. Et SOS médecin, le problème, c'est que c'est un malade pour lequel, on verra, il peut y avoir des événements. La première recommandation, c'est donc cette orientation préhospitalière, et avec donc les experts qui ont proposé que certains malades puissent ne pas être orientés vers les structures des urgences, s'ils peuvent être surveillés par une tierce personne, mais pour ça, il faut qu'ils ne présentent pas de trouble de la coagulation préexistant, que ce soit un trouble congénital, héréditaire ou un traitement par anticoagulant. Il ne faut pas qu'il ait plus de 65 ans et un traitement anti-agrégant plaquettaire. Il ne faut pas qu'il soit dans un contexte d'intoxication qui forcément fausse son évaluation neurologique. Et il ne faut pas qu'il présente de symptômes en dehors des céphalées, donc tout ce qui va être vomissement, perte de connaissance, ou des signes de traumatisme violents. Donc, bien entendu, tous les hématomes en lunettes, en barrure, qui sont des signes de fracture de la base du crâne ou de la voûte du crâne, mais également, chez ce patient-là, le fait qu'il y ait un volumineux céphalématome occipital, très sincèrement, en régulation, l'évaluation du niveau de gravité va être compliquée, donc on aura tendance à l'orienter vers les urgences. Pour les malades, on a décidé de stratifier, ça avait déjà été évoqué dans les recommandations précédentes, mais là on l'a un peu plus formalisé, en niveau de risque, pour définir un risque élevé, un risque intermédiaire, un risque faible. Donc ce malade, il a donc été orienté vers les urgences et il arrive à 19 h. Je vous rappelle juste, il était tombé aux alentours de 17h30. Et vous devez donc évaluer son niveau de risque. Qui pense qu'il est à risque élevé de saignement dans la salle? Qui pense qu'il est à risque intermédiaire? Qui pense qu'il est à risque faible? Qui ne s'y intéresse pas du tout parce que de toute façon, il va le mettre dans le scanner? Ça me rassure, il n'y a personne. Et qui attend de voir ce que dit l'infirmière, parce que quand même, elle est forte et elle a l'habitude. La dernière n'était pas complètement fausse quand même aussi, elles ont un bon œil pour nous. Donc effectivement, la majorité l'emporte, c'est un patient qui a un risque intermédiaire. Donc je reviens sur la recommandation pour vous la représenter. Les patients qui sont à risque élevé, c'est des malades qui présentent des troubles de l'hémostase, toujours pareil, que ce soit héréditaire ou acquis par des traitements anticoagulants, et qui vont avoir des signes qui font évoquer soit une fracture de la base du crâne, soit une fracture de la voûte du crâne. Sur les éléments un peu plus cliniques, c'est une altération du Glasgow à 2 heures du traumatisme en dehors d'un phénomène d'intoxication, des patients qui ont plus d'un épisode de vomissement, des convulsions ou un déficit neurologique focalisé. Le risque intermédiaire, c'est les patients de plus de 65 ans avec une mono-anti-agrégation plaquettaire, un score de Glasgow inférieur à 15 à 2 heures du traumatisme dans un contexte d'intoxication, un traumatisme avec une cinétique élevée et une amnésie des faits de plus de 30 minutes avant le traumatisme. De ce fait, quelle serait votre stratégie de prise en charge pour ce malade? Qui le renvoie à la maison directement, après l'avoir examiné, de préférence? Qui demande un scanner cérébral immédiat? Qui demande un scanner cérébral que le radiologue devra réaliser dans les 8 heures suivant la demande? Qui demande une IRM encéphalique? Et qui doserait un biomarqueur? Je suis content parce que je vous apporte des choses au fur et à mesure. Donc effectivement, les biomarqueurs, ils ont été mis en avant dans ces recommandations, ça fait un moment qu'on les attendait, ça fait un moment qu'ils traînent, qu'ils sont énormément discutés, que certains hôpitaux les ont, d'autres ne les ont pas, beaucoup ne les ont pas. Et on a donc mis en avant 2 biomarqueurs, enfin un biomarqueur et un couple de biomarqueurs. La protéine S100 bêta, qui a été très largement étudiée dans la littérature, qui doit être dosée dans les 3 heures suivant le traumatisme pour que ses performances diagnostiques soient vraiment très bonne. Et donc, on recommande dans ces recommandations de la doser chez les patients à risque intermédiaire quand vous l'avez, bien sûr, dans votre service, dans l'idée d'arriver à limiter le nombre de scanners cérébraux.
Pour les deux autres biomarqueurs qui sont un peu plus récents et pour lesquels la littérature est un peu moins fournie, il y a des performances qui sont très bonnes, avec en plus un peu plus de maniabilité, c'est-à-dire qu'ils peuvent être dosés dans les 12 heures suivant le traumatisme, toujours dans l'idée aussi de limiter le nombre de scanners cérébraux chez ces patients à risque intermédiaire. Concernant la réalisation de l'imagerie cérébrale, il y a un gros changement dans ces recommandations, c'est qu'il n'y a plus lieu d'attendre. Vous avez tous entendu à quelle heure on se posait la question de savoir à quelle heure le patient était tombé. On calculait ces 4 ou 6 heures pour bien attendre et demander le scanner qu'à partir de ce moment-là. Aujourd'hui, il n'y a plus d'indication à ça. Idéalement, pour les patients à risque élevé, il doit être réalisé dans l'heure, par contre, vraiment pour cela. Et pour les patients à risque intermédiaire, il doit être réalisé au plus tard dans les 8 heures. Mais il peut être, comme c'est noté, je ne sais pas si la souris bouge, ici, il peut être réalisé le plus précocement possible. Donc fini, on arrête d'attendre. Ça va demander un petit peu de boulot pour faire entendre au manip radio qu'on n'attend plus les 6 heures, parce que c'est bien rentré dans les mœurs. Mais en termes de pratique, ça va clairement fluidifier le parcours des patients aux urgences. Le patient a eu son scanner et on retrouve une pétéchie frontale millimétrique et un céphalématome occipital. Il n'y a pas de lésion osseuse post-traumatique. Qu'est-ce que vous proposez pour la suite de la prise en charge de ce patient? Est-ce qu'on qui lui transfuse des plaquettes en urgence? Qui dose un biomarqueur? Qui réalise un Doppler transcrânien? Qui lui fait un scanner cérébral de contrôle? Et qui fait une IRM encéphalique? Le seul élément qui va être recommandé ici, ce sera la réalisation du Doppler transcrânien. Ce que les experts ont proposé, c'est de réaliser, donc, lorsque le scanner est anormal, un Doppler transcrânien pour évaluer le risque d'aggravation neurologique précoce. Dans les recommandations, vous trouvez également des cut-offs qui vous permettent d'identifier justement les patients à faible risque d'aggravation neurologique. Donc, si l'IP est inférieur à 1,25 ou la VD est supérieure à 25 cm par seconde, chez nos malades qui sont Glasgow 13 à 15, on a une VPN qui est de 100% pour éliminer le risque d'aggravation neurologique. Et changement là aussi en termes de suivi des patients et de consommation d'examens aux urgences. Il est proposé de ne pas réaliser d'imagerie de contrôle systématiquement pour les patients qui vont présenter une lésion intracrânienne. Ça ne devra être fait qu'à partir du moment où le patient a une aggravation neurologique, ça reste assez logique. Pour les patients qui ont plus de 65 ans et pour les patients qui présentent des troubles de l'hémostase, en dehors de la prise d'aspirine seule. En termes de complément de traitement, alors effectivement, là, on n'est pas concerné chez le patient que je vous ai présenté, mais il faut quand même évoquer cette partie-là. Bien évidemment, le patient qui a un saignement intracrânien sous antivitamine K, il doit être réversé en urgence. De la même manière pour les anticoagulants oraux directs. Et vous trouverez les posologies préconisées dans les recommandations également. On a décidé aussi de mettre un petit bémol pour avoir une discussion un peu plus collégiale de bénéfices-risques pour les malades qui sont sous valve mécanique et prendre une décision avec les spécialistes qui ont l'habitude de prendre en charge le patient. Concernant les plaquettes, là par contre, alors ça finit en avis d'expert parce qu'on est effectivement sur une RPP, mais la littérature elle est quand même très très claire sur ce point de vue-là. Les malades qui sont traités par aspirine et qui présentent une lésion hémorragique intracrânienne n'ont pas de bénéfice à avoir une transfusion de plaquettes pour limiter l'aggravation neurologique ou l'aggravation du saignement. Et par contre, on n'a pas été en mesure de se prononcer concernant une prise en charge spécifique pour les patients avec les autres antiplaquettaires du fait d'un manque de littérature sur le sujet. Manque de bol, on vient voir sa femme pour lui annoncer le résultat du scanner. Elle fait un malaise parce que d'avoir du sang dans la tête, ça l'a beaucoup inquiétée. Et elle fait elle aussi un TC. Elle est sous rivaroxaban pour une fibrillation auriculaire. Elle n'a pas d'autre traitement. Et du coup, on l'admet dans le service parce qu'il va falloir la bilanter et l'évaluer. Et on demande un scanner cérébral. Les radiologues ne sont pas très sympas parce qu'elle est quand même à risque élevé. On a dit vraiment de le faire vite. Et il est fait au bout d'1h15 et pas dans l'heure. Mais il y a beaucoup de monde aux urgences à ce moment-là. Et le scanner, il ne retrouve pas de saignement.
Qu'est-ce qu'on propose à cette dame? Qui l'hospitalise? Qui lui demande un scanner cérébral à 24 heures du traumatisme crânien? Qui la renvoie à sa maison? Qui lui demande une IRM encéphalique? Et qui lui fait un Doppler transcrânien? Elle rentre à la maison. Et là aussi, on est sur une nouveauté où je dirais qu'on a été très content de voir que la littérature nous permettait d'autoriser le retour à domicile de manière un petit peu plus large et beaucoup plus sûre, enfin tout aussi sûre qu'avant en tout cas. Et donc aujourd'hui, on propose que les patients victimes de trauma crânien qui viennent aux urgences puissent rentrer au domicile, même en présence d'anticoagulants ou d'antiagrégants plaquettaires, s'il y a au moins un des éléments suivants qui est présent. Un patient à faible risque de saignement, bien sûr, ceux-là, il faut les faire y rentrent, hein, bien sûr. S'il a eu un dosage de biomarqueurs sanguins qui est négatif, ou si le scanner initial, quelle que soit l'heure à laquelle il a été réalisé, ne retrouve pas de saignement. 15 jours plus tard, notre patient il présente des céphalées, il n'arrive plus à travailler comme d'habitude, et il est devenu obligé de s'interrompre plusieurs fois pendant sa journée de travail. Il est super inquiet et il a décidé d'appeler la régulation médicale parce qu'on lui a dit qu'il fallait faire ça. Qu'est-ce que vous proposez à ce patient? Qui lui dit de rester chez lui? Qui lui dit d'aller voir son médecin traitant? Qui lui dit d'aller voir SOS médecin? Qui lui dit de retourner aux urgences? Et qui lui dit de relire la fiche d'information de sortie? Ben, il va pouvoir rester à la maison, ce brave monsieur. Ce qu'on a mis en évidence, ce sur quoi on a travaillé là aussi, c'est de mettre en avant toute la problématique post-commotionnelle. Il y a un gros problème avec le syndrome post-commotionnel, c'est qu'en fait, il n'existe plus à l'heure actuelle dans le DSM. Donc en fait, on parle d'une entité qu'on caractérise et dont souffrent les gens, clairement, mais qui n'est plus à l'heure actuelle diagnostiquée d'un point de vue psychiatrique, psychologique, ou en tout cas comme une entité vraiment reconnue. Le fait est que, même si l'entité syndrome post-commotionnel n'existe plus, les gens présentent clairement, après un traumatisme crânien léger, dans 20 à 50% des cas, des troubles cognitifs, des troubles praxiques et en tout cas une gêne et une incapacité dans la vie de tous les jours, et c'est responsable d'une grande quantité d'arrêts de travail. De ce fait, on a essayé d'orienter vers la création des filières et on a eu le plaisir d'avoir un MPR avec nous dans le groupe qui travaille pas mal sur cette problématique-là, et je dirais que ça nous a permis de vraiment réfléchir à tout ça. On avait envie d'aller super loin en disant qu'il fallait que tout le monde fasse une filière depuis les urgences vers la MPR pour que tout le monde soit revu. Il m'a dit qu'il n'y arriverait pas. Du coup, on a proposé que chacun, par contre, informe les patients sur la nécessité de reconsulter au moins leur médecin traitant, d'avoir vraiment une vraie évaluation médicale. Si jamais ils présentent des symptômes invalidants, donc vous avez aussi la liste qui sont les céphalées, des petits syndromes vertigineux, une gêne pour parler, une gêne pour se concentrer, des gênes pour dormir. Si tout ça, ça persiste au-delà de 7 jours après le traumatisme, il faut qu'il y ait une évaluation médicale. L'intérêt aussi de formuler cette recommandation, au-delà d'informer finalement les urgentistes sur ce problème-là, mais je pense qu'on a une certaine sensibilité, et vous c'est pareil, c'est aussi que quelque part, au niveau de la médecine générale, cette problématique-là, elle soit prise en compte pour qu'il y ait un peu plus de sensibilité à ces symptômes qui finalement ressemblent souvent à pas grand-chose. Et le dernier élément, c'est qu'il est nécessaire pour ces malades-là de les informer, de leur remettre une information écrite qui reprend l'ensemble des éléments dont je vous ai parlé concernant les signes qui peuvent se manifester après un traumatisme crânien, sur le parcours de soins qu'ils doivent avoir et sur les signes qui doivent les amener à reconsulter aux urgences dans les 48 heures suivant le retour au domicile. En pratique, ce qu'il faut retenir de ces recommandations, à mon avis, c'est que la fenêtre de 4 à 8 heures, comme on avait avant pour réaliser les scanners, c'est fini. Le malade arrive aux urgences, on demande son scan.
il faut arriver à intégrer les biomarqueurs pour arriver à diminuer le nombre de scanners. C'est un vrai problème aussi, hein, cette irradiation des patients. Il n'y a plus besoin de recontrôler les scanners qui sont normaux, même s'ils sont réalisés précocement. Et il faut travailler quand même sur l'identification de filières post-traumatisme crânien. Je vous remercie aussi tous les experts qui ont participé à ces recommandations. Ça a été un véritable plaisir. Ça a été très multidisciplinaire. C'était effectivement une collaboration SFAR-SFMU, mais on a eu aussi un expert de la SOFMER, un expert de la Société française de biologie et 2 experts de la Société française de radiologie. Voilà. Et elles sont parues ce matin. Enfin aussi. Merci beaucoup. Alors, dans les sociétés savantes, il n'y a pas la société des médecins généralistes, si je puis dire. C'est peut-être un petit peu dommage, parce que là, sur le cas clinique que vous avez présenté, on voit bien qu'un traumatisme crânien, souvent, il y a toujours un petit impact, hein, quand même, avec des conséquences parfois importantes, en termes de retentissement, en termes de qualité de vie, etc. Et donc, il y a une vraie question sur la qualité de vie à distance pour ces patients-là. Et est-ce que vous avez dans l'idée de réussir à avoir un travail de partenariat avec les médecins généralistes? Comment vous voyez les choses à l'avenir? J'avoue que je ne connais pas les relations entre la SFMU et la Société française de médecine générale. Le fait est que sur la question qui était là, c'était vraiment la prise en charge en structure de médecine d'urgence. On est obligé de parler de la problématique de ce qui se passe après, parce qu'il faut qu'on donne l'information aux patients de ce qui se passe après. Donc c'est quelque chose qui est important. Je ne suis pas très sûr que ça soit le boulot des urgentistes ou des anesthésistes réanimateurs de réunir en tout cas à la fois la médecine générale et les rééducateurs, parce que du coup il faut les intégrer aussi sur tout ça. Par contre, c'est sûr qu'à un moment donné, je pense qu'il faut se mettre autour d'une table. En tout cas, il faut qu'il y ait une interconnexion pour une prise de connaissance au moins de cet état de l'art-là. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas demander aux médecins généralistes de travailler sur le parcours d'un patient qui a un traumatisme crânien aux urgences, ce qui est finalement ce sur quoi on travaille là. Par contre, il faut qu'on arrive à avoir une information de ce qu'on préconise pour que derrière ils comprennent. C'est-à-dire que moi, une des grandes questions que j'ai avec les biomarqueurs, notamment, je pense que c'est une des questions, c'est à quel point un médecin généraliste va croire en mon dosage de biomarqueurs quand il va se retrouver face à un patient qui a mal à la tête 3-4 jours après avoir eu un trauma crânien. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évalué du tout à l'heure actuelle. Donc il y a cette prise de connaissance. La littérature, elle est claire, hein. C'est-à-dire que, honnêtement, la protéine S100, il y a, incapable de vous compter le nombre de publications, mais la fiabilité, j'en suis sûr. Donc si elle est dans les recos, et on a tous la conviction, Jean-François est là aussi, GFAP UCHL1, c'est la même chose. Mais je ne sais pas, parce que je pense qu'ils n'auront pas forcément cette sensibilité sur la lecture qui est normale, hein. Je ne vois pas pourquoi ils iraient lire les biomarqueurs des urgences. Je ne sais pas à quel point il y aura une adhésion. Et donc c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un échange. Je suis d'accord, hein. Très sincèrement, quand on a bouclé, ça a été long aussi, hein. J'entendais les collègues qui disaient tout ça, ça a été un peu long, hein, c'est RFE. Quand on a bouclé, je me suis fait la remarque, hein, des médecins généralistes, mais sans clairement arriver à trouver la place réelle, à part effectivement discuter sur cette histoire d'au-delà de 7 jours. Mais en fait, je pense qu'en fait, il faut juste qu'ils aient conscience que les malades qui ont un trauma crânien, ils peuvent avoir des signes derrière, et si c'est trop long, ils ont un rôle de généraliste, en fait, si vous voulez, de coordonnateur sur la suite de la filière. Alors je rebondis sur le premier topo, parce qu'on parlait de filière de soins, et je pense que c'est un petit peu pareil. Alors moi, je suis en anesthésie réanimation, chirurgie cardiaque. Mais en fait, ce qui se passe en milieu hospitalier, notamment sur la chirurgie cardiaque, c'est une vraie épreuve de stress pour le patient. Et nous, on voit des choses. On voit des choses et il faut qu'on arrive à les suivre après. Par exemple, l'insuffisance rénale aiguë post-opératoire fait le lit d'insuffisance rénale chronique à 1 an. Le syndrome confusionnel en post-opératoire fait le lit éventuellement des troubles cognitifs et du déclin cognitif à 1 an. Et ça, on le sait aujourd'hui. On a des datas qui le prouvent. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on arrive à communiquer entre l'hôpital et la ville, parce que le médecin généraliste, il doit suivre et il doit éventuellement aiguiller et surveiller de près son patient
par rapport à ce risque rénal, à ce risque effectivement cognitif, parce qu'il y a éventuellement des choses possibles. Et moi, je suis très déçu quelque part parce que certaines choses qu'on voit, nous, à l'hôpital, je pense qu'elles n'arrivent pas. Même si on fait un courrier, malheureusement, qui est probablement trop long, de 5 pages, 10 pages des fois, et que dans les conclusions, on met bien qu'il y a eu une insuffisance rénale aiguë, CADIGO 2, CADIGO 3, etc. On ne met pas à côté, il faudrait surveiller ça, il faudrait faire cette prise en charge-là. Et globalement, c'est un exemple, mais sur la prise en charge périopératoire et sur la prise en charge des patients aux urgences, donc dans une structure hospitalière, je trouve qu'il y a quand même un manque de communication avec la médecine de ville qui est là pour faire le travail sur le long cours. Nous, on voit que le patient en aigu, finalement, mais on dépiste beaucoup de choses, on a beaucoup d'informations en très peu de temps. Et ces informations-là, on ne les communique pas forcément aux médecins généralistes, qui a un rôle justement de prévention, mais aussi d'anticipation. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce qu'en pense Sébastien. Mais je te rejoins complètement sur ce problème-là. Je pense qu'il y a tout un tas de pathologies, en tout cas aux urgences, pour lesquelles il y a un bénéfice. Alors, il y a un bénéfice évident d'une manière générale à travailler sur cette communication-là, mais il y a plein de pathologies pour lesquelles cette filiarisation, en impliquant le médecin traitant très tôt, elle est essentielle. Sur Bordeaux, il y a eu tout un travail qui a été fait au moment du Covid, en fait, où en gros les patients se loguaient sur un truc avec un médecin, ils identifiaient leur médecin et il y avait le suivi et les informations étaient transmises au médecin de manière régulière via une espèce de tableau de bord. Enfin, c'était très bien fichu. Moi, j'essaie de travailler là-dessus justement sur le trauma crânien parce que, en l'occurrence, le MPR qui est là, c'est un collègue de Bordeaux qui a cette envie aussi d'arriver à travailler là-dessus. Il y a plusieurs problèmes en fait là. C'est qu'il y a les moyens techniques pour arriver à le mettre en place, tout ça, parce que le courrier dont tu parles, tous les patients des urgences, chez nous en tout cas, ils repartent avec un courrier, mais ils partent avec le courrier qu'ils ont dans la main. Donc le nombre qui arrive au médecin traitant, franchement, j'ose même pas savoir. Ensuite, après, il faut des systèmes d'application, clairement. Enfin, c'est l'outil informatique qui va permettre de recentraliser ces choses-là, mais il faut arriver à les développer. Quand on commence à en parler au DSI, c'est ah ouais, mais il faut des sous. Et en fait, la problématique du bénéfice pour le patient, elle passe un petit peu sur le côté. J'ai commencé à travailler sur ça et en fait, on m'a dit bah ouais, faut demander un appel d'offres interne. Oui, mais je l'ai demandé déjà et en fait, ça n'intéresse personne. Donc, et c'est vraiment c'est une vraie problématique tout ça. Et je pense que le boulot pour les urgences, en tout cas, moi je pense qu'on est une porte d'entrée de santé publique sur plein de choses. Et notamment sur ces pathologies-là, et je pense qu'il y a la colite néphrétique, l'épilepsie, etc. Il y en a plein qui permettent de réintégrer le patient dans un système de soins. C'est des gens qui ne voient peut-être pas leur médecin. Et l'autre problème qu'il y a sur une pathologie comme le TC, je te laisse la parole, c'est qu'en fait, on ne sait pas quels sont les patients qui vont présenter des troubles derrière. Il n'y a pas de facteur identifié. Et même pire que ça, on a l'impression sur un bon nombre de papiers que ceux qui ont saigné, on a envie de se dire c'est eux qui vont avoir des troubles quand même, ils ont moins de syndrome post-commotionnel seuls. Donc on est totalement dans le flou. Il faut donner le micro pour M. Payen. Oui, c'est bon, merci. Ouais, c'est bon. Je rebondis exactement sur ce qui vient d'être dit et c'est en marge. Ça n'a pas du tout été discuté dans ces RPP. Sur l'identification, effectivement, de ces troubles post-TCL. Et actuellement, on mène à Grenoble une petite enquête avec sociologues, psychologues, etc., pour essayer d'identifier la problématique, quoi. Et ce n'est pas simplement un parcours avec le médecin généraliste. Il faut déjà identifier de quoi on parle, quelle est la nature des maux dont souffrent ces patients, parce que on parle de trauma crânien léger, c'est léger, ça n'a que le mot. Il y a des gens qui ne reprennent pas leur travail ou qui ont une vie sociale qui a été profondément modifiée. Donc il faut identifier un petit peu les caractéristiques, identifier les facteurs de risque, le profil de population, avant de proposer à des médecins un parcours qui va effectivement faire peut-être de la prévention ou des suivis pour ces patients-là. Donc, pour revenir un petit peu à notre sujet, trauma crânien léger, effectivement, c'est un partenariat entre la SFMU et l'ASFAR. Pourquoi l'ASFAR s'est mis là-dedans ?
parce que on a d'abord des traumas crâniens qui, au départ, se présentent tout à fait bien, et puis on est appelé en catastrophe parce que ce sont des malades qui vont, et chacun peut avoir des histoires à raconter sur des craniectomies qui ont été faites alors que le patient était Glasgow 14 aux urgences, et simplement parce qu'il s'est aggravé du fait de ces lésions. Il n'y avait pas eu d'erreur d'orientation. Donc, c'est des traumatismes crâniens qui peuvent être profondément gravissimes. Et puis, deuxièmement, parce que c'est une énorme filière de patients qui, dans le cas d'une maîtrise de nos ressources médicales, qu'elles soient aux urgences ou ailleurs, méritent des réflexions sur l'utilisation, on va dire, appropriée des ressources en radiologie, des nouveaux biomarqueurs et des retours à domicile. Et c'est là-dessus qu'on s'est un petit peu engagé avec vous pour travailler sur moins d'engorgement des urgences de manière plus appropriée. On va devoir clôturer cette session très intéressante. Merci à tous les intervenants. Je vous invite à télécharger ces recommandations sur le site de l'ASFAR qui sont disponibles depuis hier. Bonne fin de journée à tous et bonne SFAR. Au revoir.